dans l'épisode précédent. Donc voilà la bête, on va pouvoir faire un petit tour surtout à l'intérieur. C'est un désastre. Je suis impressionné. Voilà, l'épisode 1 avait été pauvre en suspense mais riche en bonnes surprises. Pour la suite, j'ai déjà choisi de m'affranchir de la barrière de la langue parce que Brez Fussig Prufen, maintenant je sais ce que ça veut dire, mais si elle décide soudainement de m'insulter en allemand, j'aimerais le savoir. Je me suis mis à distance pour tenter de passer en langue française. Et là, je vais essayer de charger le nouveau fichier avec la langue changée. Hop, au lieu d'être en Deutsch, on est en Französisch. Là, c'est pour lire. Et l'autre, celui-ci, c'est pour écrire. Donc c'est ce que j'ai fait en dernier. J'ai relu le fichier, a priori, on est passé en français, donc je vais aller vérifier. Ça va être quand même nettement plus facile maintenant pour savoir ce que me dit la voiture. Normalement, ici aussi, voilà, on est en français également. C'est plus pratique. Je vais en profiter pour corriger tous les défauts qui s'affichent ici. Il y a vraiment des trucs à la con. Lave-glace, feu de plaque et anti-brouillard par exemple. Je peux quand même rapidement les enlever normalement. Ouais, remplacer des ampoules et poncer des contacts rouillés, ça devrait être dans mes cordes. Ceci fait, je me suis rué vers la station de lavage pour remplir un de leurs aspirateurs de milliers de morceaux de verre. Et vu qu'elle a eu droit au double vitrage, c'est pas ça qui manquait. Puis il restait encore pas mal d'indices de ces 10 ans d'immobilisation dans le pré, alors j'ai aussi gaspillé un peu de flotte. J'ai bien sûr corrigé son plus gros problème de carrosserie. Il est plus petit que celui d'origine, mais bon, en attendant. Le résultat restait un peu décevant à mon goût, mais on va s'en occuper. On peut déjà commencer par un état des lieux des plus gros défauts extérieurs. Bon, ça en fait pas une candidate pour la catégorie propulsion du stock car local, mais n'empêche que ça n'évoque pas non plus les réceptions d'une ambassade. Et au sujet de ces vocalises, elles sont suffisamment discrètes pour ne pas risquer de déranger les caninettes cendrées qui traîneraient dans ce bout de forêt. Même si ce V12 donne surtout envie de flâner toit ouvrant ouvert en profitant du parfum des bois, j'avais envie de vérifier qu'on était bien dans les clous question performance. Et on est pile sur la valeur annoncée par BMW, donc on va dire que ça tourne aussi bien que la console suggérait. Bon, ça n'a pas été de tourpeau, mais ça y est, il n'y a plus aucune erreur. Les deux défauts les plus difficiles et les plus longs à effacer, ça a été message anti-brouillard arrière et évidemment surtout le niveau de liquide de frein. Et pour le coup, c'était vrai, il y avait un problème avec le capteur. Donc je l'ai démonté, bourré de nettoyant contact. Et ben voilà, c'est bon. Et à l'arrière, bon, les feux sont à remplacer, mais concrètement, le problème il venait plutôt de la navette qui vient recevoir l'ampoule. Ce qui veut dire qu'en principe, une fois qu'on aura remplacé notre amortisseur et ressort avant gauche, potentiellement on aura un CVT qui passe. Et c'est bien. Vu l'immobilisation, c'est un miracle qu'il y ait aussi peu de problèmes. Ça va faire bizarre de couper la voiture et de pas entendre de gong. Non, il n'y a plus rien. Et si vous avez bien tendu l'oreille, vous avez aussi entendu un autre bruit annonciateur de l'enfer, dont les portes s'ouvriront bien assez vite, vous verrez. J'ai rebranché la banquette uniquement pour vérifier si effectivement cette voiture est de bonne composition. Et croyez-moi, elle l'est.
Donc la banquette électrique fonctionne. Ça c'est pour gonfler les lombaires. Pareil, hein, l'autre côté ça fonctionne aussi. Ouais, surprenante cette voiture. Au fil des années, j'ai accumulé, en démontant des voitures, des outils BMW. Et dans cette boîte, il n'y avait absolument plus rien du tout. Il y a encore 2-3 trucs que je dois avoir qui traînent. Faut que je remette la main dessus, mais bon, elle sera pas complète, mais il y aura déjà pas mal de choses. Et bon, ça peut être utile par exemple d'avoir la note de remorquage, quoi. Le lendemain s'annonçait comme une belle journée dans la poursuite de la remise en état, mais il faut pas se fier aux apparences. Oh la vache. Ah, c'est pas passé loin, hein. Simplement l'alternateur a pris feu. Je revenais d'un petit trajet pour aller chercher des pièces de Maserati et j'ai vu la fumée, j'ai réussi à arriver jusqu'à chez moi. Je m'étais arrêté entre temps, mais j'avais pas réussi à localiser d'où ça venait. Sauf que là il y avait des flammes de 30 cm de haut qui sortaient de cet alternateur à la con. Ouh. J'avais un peu de flotte, pas trop loin heureusement, mais là le capot qui s'ouvre pas facilement, c'était pas un avantage. Mais voilà, on a sauvé la bagnole. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts sur tout ce qui est à côté, canalisation et tout. Waouh. Eh ben ça je m'y attendais pas. Donc le fameux bruit de pompe que j'attribuais au circuit hydraulique s'est intensifié au fil des kilomètres, mais suffisamment lentement pour que je m'en rende pas compte. Jusqu'au dernier mètre devant le garage, là j'ai eu droit au voyant de charge, au chant des sirènes et à la fumée d'un coffee shop en plein happy hour. L'alternateur c'est pas la pièce la plus accessible du moteur, mais bon, pour un V12 ça pourrait être bien pire. En démontant le support de filtre à huile, la boîte à air et une canalisation d'huile qui passe juste au-dessus, on peut se démerder pour l'extraire de sa niche. Bizarre, c'était pas très serré là. Elle tourne plus, figé complet, et là-dedans c'est complètement fondu. Ma théorie c'est qu'un de ces roulements a fui et qu'au fil des heures passées sans lubrification, ça a chauffé et grippé de plus en plus fort jusqu'à ce que ça fasse fondre les composants autour. La suite, vous la connaissez. Bon, le point positif c'est qu'on a dû déposer le support de filtre. Si vous avez bien suivi l'épisode 1, vous savez que j'avais abandonné l'idée de remplacer le filtre vu que le couvercle était impossible à ouvrir sans risquer de le casser. Là sur l'étau c'est nettement plus facile. Petit conseil qui peut s'avérer utile, si comme moi, lorsque vous essayez de remonter votre filtre à huile, ça force au moment du serrage du couvercle, et ben moi ça m'est déjà arrivé 2 fois que l'ancien filtre laisse la partie supérieure, qui se met là normalement, ou oui, dans l'autre sens comme ça, en place dans le couvercle justement. Et j'en venais à me dire que mon filtre c'était pas le bon, celui que j'avais. En apparence c'est pas le même. Et si. Et en fouillant un peu dans mes souvenirs, ça m'est déjà arrivé une autre fois. Et j'avais pas bien appréhendé le problème puisque j'ai fini par casser la partie à l'intérieur du support de filtre. Donc j'ai dû tout remplacer, c'était merdique. Donc ouais, faites vraiment gaffe à ça. Dans l'attente d'un alternateur de remplacement, j'ai pu m'occuper d'autres trucs comme une durite de la pompe à air. L'occasion aussi de nettoyer le compartiment moteur qui n'était plus digne d'abriter un moteur de ce standing. Voilà, avec le côté gauche traité, c'est déjà nettement mieux. Il restera le droit quand j'aurai la motivation. Parce que ouais, là, le collecteur d'admission, il fait de la peine à voir. J'ai remplacé la visserie rouillée sur la traverse avant et c'est là que je suis content d'avoir débrouillé quelques voitures en prenant le temps de récupérer les vis et écrous de bonne qualité. Et le temps de nettoyer le collecteur d'admission droit, j'avais déjà reçu la fameuse pièce qui manquait. Je me sens un petit peu comme le commissaire Gilbert. Parce que c'est d'Emilien dont j'ai besoin effectivement dans ce cas de figure. Si vous avez une E38, vous connaissez forcément Emilien. Sinon, c'est que vraiment vous êtes à côté de la plaque.
On va pouvoir remettre en route cette série 7. Et merci pour l'expédition express, c'est grâce à lui que cet épisode 2 a pu sortir aussi vite. Allez, on va t'enquiller là-dedans. Misérable. Pas d'erreur. Surveiller le voyant de pression d'huile et surtout, on va rapidement, si ça démarre, aller voir s'il y a une fuite quelque part. Ok, il est bien éteint. La voiture est nettement plus silencieuse qu'avant. Vu le remplacement de la durite de la vanne EGR, ça fait beaucoup moins de bruit aussi à ce niveau. La pompe va s'arrêter et ça sera encore plus silencieux normalement. Ça fait plaisir. J'ai affiché la tension sur l'ordinateur de bord et tout va bien. C'est stable. Il y a encore cette erreur au diag, je vais voir ce que c'est. Bon niveau de silence. Ça tourne parfaitement. On peut donc reprendre le programme de la cure de jeunesse. Le cache de l'alimentation de nœud 46 n'est donc pas le même que celui du nœud 38, voilà qui alimentera grandement votre culture générale. Mais c'est pas grave, on a plein d'autres trucs dont on peut s'occuper, les lentilles de phare conducteur trouble par exemple. C'est bien, le démontage c'est l'occasion de tomber sur tous les trucs qui ont été mal remis en place lors des précédentes interventions. Ah, le bonheur des optiques avec glace en verre. Tout se démonte, rien n'est collé. Ça tombe bien. Dommage qu'il y ait quelques clips indémontables par contre. Bon, il y a eu du dégât, ça c'est plus démontable. Mais heureusement il reste 3 clips qui vont fonctionner. Et c'est suffisant pour enlever la glace. Voilà, comme ça on se rend mieux compte de l'ampleur des dégâts. Ouais, si ça va le faire. On va déjà commencer par celui-là. Ouais, c'est là que je suis content d'avoir acheté une polisseuse de petit format. Différence subtile mais visible, c'est le principal.
me suis permis une petite entorse à l'origine avec une fantaisie pour les clips de la glace. Et après avoir recollé les pièces cassées du support de joint, je peux réinstaller le tout sur la voiture et admirer bêtement le résultat. On passe de la légère cataracte à des lentilles bien translucides. Côté passager, ça pourrait aussi être mieux, mais non, là, j'ai la flemme. Il y a 2-3 trucs dont il va falloir s'occuper en prévision du contrôle technique. Et le frein à main, enfin le frein à pied dans le cas présent. Il tient pas en place. Mais maintenant la manette là, à mon avis, le câble de déverrouillage, il est grippé en position de déverrouillage. Donc le câble arrive là-bas. Et ouais, là on voit bien qu'il est... Il se passe rien quoi. Il y a quelque chose qui est pas en tension et qui devrait l'être. Il a fallu bien batailler. Mais là, normalement ça devrait fonctionner correctement. Voilà, fini. En plus c'était remonté n'importe comment, donc j'ai remis ça comme il faut. Il y avait des vis manquantes et l'éclairage ici était débranché en plus de l'ampoule qui était, je sais pas, démise du support. Donc c'est du détail, mais bon, à la fin on est content d'avoir une série 7. Ouais, bon, il reste du travail. Hein. D'ailleurs, comme j'avais sous les yeux les aérateurs qui semblent capables d'une attaque bactériologique, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est franchement incroyable que le revêtement en cuir du tableau de bord ait pas bronché après toutes ces années passées au soleil et à l'humidité. Le pommeau en bois peut pas en dire autant, on pourra lui trouver un remplaçant dont le vernis ne s'écaille pas comme on écale un œuf dur. Au moins comme ça on peut dire que c'est du vrai bois d'arbre. Bon après c'est pas le seul truc qui s'écaille, il y a aussi le revêtement soft touch qui est situé dans le rangement central. L'avantage c'est que c'est pas difficile à enlever. Et maintenant il reste à enlever cette saloperie. Entre deux opérations du genre, c'est-à-dire franchement mineures, les quelques roulages effectués avec la voiture ont révélé que le voyant de charge s'allumait parfois sporadiquement alors que la tension délivrée par l'alternateur était impeccable. Je me suis donc intéressé à toutes les masses et alimentations qui auraient pu souffrir de la corrosion. Celle du moteur par exemple, je les ai décapées et j'ai remplacé la visserie. Les quelques cosses oxydées dans le coffre ont aussi droit à un petit coup de propre. Mais il restait un élément qu'avait mentionné Emilien au sujet des points qui auraient pu poser problème lors du redémarrage d'une E38 plus ou moins inondée. Un relais d'alimentation situé sous le siège passager. Autant dire qu'il a sûrement vécu comme dans un aquarium pendant quelques années, voire peut-être encore aujourd'hui, on va vérifier ça. Et pour vous faire comprendre que la paranoïa était acceptable, voilà quelques exemples glanés sur le net. Alors par quel miracle le boîtier en place ne présentait que quelques traces de verre de gris bien gentillettes, j'en sais vraiment rien. Mais je l'ai quand même remplacé par celui que notre spécialiste 38 avait envoyé sur l'île de Ré. Lui au moins il était absolument parfait. Par contre, et ça s'est pas vu sur la vidéo jusqu'à présent je pense, la moquette est toujours complètement détrempée, surtout à l'arrière. Donc on est parti pour un peu de démontage pour essayer de régler ce problème pour de bon. Ouais, vous voyez, il restait bien une petite réserve d'eau. Après ça, la moquette a eu droit à plusieurs jours d'essorage et de passage à la machine injecteur-extracteur. Et encore une fois, on peut s'estimer vraiment heureux que la rouille n'ait pas trouvé son chemin jusqu'à l'intérieur de cette voiture.
Ça met beaucoup de temps, mais ça commence à être un peu mieux. Déjà, c'est plus trop possible de le faire goûter, alors qu'avant c'était une rivière, quoi. Ça commence à être pas mal. Puis j'en profite aussi pour donner un coup de propre, parce que bon, c'est un peu le moment ou jamais là. Et puisque j'ai passé du temps sous le tableau de bord, j'ai repéré les câbles qui vont jusqu'au bouton mystère placé devant le levier de vitesse. J'ai pu voir qu'ils étaient déconnectés, donc je vais me soumettre à mon toc habituel, déposer tout le câblage non d'origine. Dans le cas présent, ça implique d'aller faire un petit tour dans la boîte à fusibles, à relais et à calculateur. J'ai pu virer tout ça en remontant jusqu'au pare-choc avant. Je le déposerai plus tard pour retirer le reste et enfin savoir à quoi servait ce bordel. Entre deux averses, on peut aussi avancer sur le démontage définitif de la banquette pourrie puisque l'intérieur va avoir droit à une transformation majeure. Ça doit rappeler des souvenirs à certains. Moi en tout cas, oui. Conclusion, il reste un petit peu de verre dans la voiture. Et à force de rester sous la flotte, l'intissé qui retient le faisceau en place s'est désintégré, donc c'est un peu le bordel. Voilà, là c'est nettement mieux. Passons maintenant à un sujet qui fâche, le bas de caisse avant droit. Comme je le pensais, c'est pas le bas de caisse qui a naturellement pourri, mais une vieille réparation avec du mastic à l'excès qui a entraîné sa dégradation accélérée. Il n'y a pas de vrai gros trou ignoble, mais l'acier est suffisamment bouffé pour justifier un remplacement partiel. On s'en occupera ultérieurement. Pour ne pas rester sur cette impression d'avoir perverti cette 38 à coups de maillet, j'ai eu besoin d'arranger un truc, n'importe quoi. Comme les vérins de coffre, j'aurais pu en acheter une paire neuve, mais j'ai préféré adapter des vérins de capot du nœud 46. Dimension identique, bon tarage, mais la méthode de fixation était pas compatible d'un côté. Pas grave, on a un poste à souder, autant s'en servir. C'est là que je me félicite de pas être perfectionniste à l'excès, ça me fait gagner du temps et de l'argent. Et vous en faites pas, j'en ai déjà vu des neufs fonctionner et ils sont jamais beaucoup plus vifs que ça. Pendant ce temps, quelques jours ont passé depuis le démontage de la moquette, on va voir où on en est. Bah c'est sec. Je vais pouvoir la réinstaller. Puisqu'on n'a plus besoin du soleil pour un séchage accéléré, j'ai aussi remis en service le rideau électrique arrière qui avait besoin d'une bonne lubrification. Aujourd'hui on repart pour un trajet relativement long, enfin relativement, depuis que j'ai cramé l'alternateur, ça me paraît être un long trajet, 150 km à peu près, pour aller chercher de quoi donner une seconde jeunesse à la voiture dans son ensemble, mais principalement l'intérieur, ça va faire une grosse différence. Donc j'ai pas vraiment pris tellement d'outils avec moi parce que si j'ai de nouveau un souci du genre l'alternateur qui crame, je vais pas pouvoir faire grand chose, mais j'ai rempli un bidon d'eau. Alors pour info, cette version longue fait 5,12 m de long et en fait pour sortir de cette place c'est franchement galère. Et moins d'une demi-heure après ça, on peut déjà statuer sur mes tentatives de corriger le souci de voyant de charge. Ouais, j'ai fait que quelques kilomètres et voilà, le voyant s'allume, s'éteint, je sais toujours pas pourquoi, la tension elle est normale. Je suis pas au mieux niveau carburant donc j'ai voulu en mettre, sauf que la station est fermée. Donc il va falloir être très économe sur ce trajet, ce qui est quand même pas le point fort de cette voiture. Donc on va remettre à zéro la conso moyenne et on va voir quel genre de miracle on arrive à accomplir sur ce trajet. Je crois que c'est le trajet des voyants parce que ABS, ASC, ça s'est allumé. Je sais pourquoi, hein.
Les fils des capteurs à bêche sont quasiment tous dénudés, c'est déjà un miracle que ça n'ait pas déconné avant maintenant. Des ciments, ça s'arrête plus, hein. Donc vérifier liquide de refroidissement. Elle me l'a déjà fait une fois, c'était une connerie. Pour l'instant, je me suis contenté d'afficher la température. Bon, tout n'est pas noir, regardez, le voyant d'alternateur reste éteint maintenant. Peut-être qu'il y a autre chose qui va de nouveau s'allumer. En fait, j'étais dans une double mouise ce matin parce que la station dans laquelle je voulais aller donc était fermée. Et après, je me suis rendu compte que la route que je voulais emprunter était fermée. Et par ici, quand une route est fermée, ça fait un détour assez gigantesque. Je me suis rendu compte que j'aurais probablement pas assez de carburant. Donc j'ai tenté le tout pour le tout. Et malgré chaque intersection marquée d'une déviation, j'ai continué tout droit quand même. Et j'ai bien l'impression qu'en fait la route n'est finalement pas fermée. Ils sont pas tout à fait à jour parce qu'ils font faire 40 km de tour aux gens alors que la route est parfaitement praticable. Enfin bref, tant mieux pour moi. Aujourd'hui j'ai finalement de la chance malgré l'apparition de divers voyants. Donc niveau conso, là je viens de remettre de l'essence, c'est bon. Voilà, 9 litres 4 sur ce bout de trajet. Après, je vous cache pas que c'est une route très très roulante. Voilà, il n'y a pas de... Il y a un seul feu, pas trop d'intersection et tout. À mon avis, c'est 9 litres au 100, vraiment le minimum sur ce genre de trajet, donc pas mal. Ouais, ben voilà, on a le maximum de voyants allumés pour aujourd'hui, je pense. Ça se passe bien, à part ça. Voilà. Elle est sur la continuité de ce qu'on avait vécu lors du rapatriement depuis l'île de Ré, c'est-à-dire qu'il se passe rien du tout. Heureusement, j'avais pour moi la compagnie d'une araignée qui avait l'air de s'éclater près du pare-soleil. J'ai trouvé cette manifestation de joie un peu indécente, mais j'ai résisté à l'envie de la faire passer par la fenêtre. En direction de Paris, c'est après la barrière de pêche de Saint-Maurice, et en direction de Mulhouse, c'est après la sortie numéro 5 pour Baume-les-Dames. Enfin, arrivée victorieuse. Je vous préviens, vous avez intéressé à venir en montrant patte blanche. On sait où on est en tout cas. Ça gaze? Ah ouais, toi? Fait le temps? T'as bonne route? Bah ouais. J'ai fait la pluie? Ouais. Par l'allumage d'une multitude de voyants. Ouais. Putain, ouais, là, c'était le festival. Hein. Ah, les gens en ont vraiment peur quoi maintenant. Ah ouais? Ouais. Pourtant, ça a pas l'air d'être une motorisation qui fait trop chier en fait. Non, après c'est l'électronique quoi. Le gros problème des 750, véridique, c'est papillons l'histoire ouais, du potentiomètre de pédale qui donne l'info au calculateur des EML, qui file l'info aux deux EML. Donc là, si vous n'aviez pas encore fait le lien, on est chez Emilien, alias Toute Pièce 38, un lieu de poésie où un certain nombre de série 7 reposent plus ou moins en paix pour faire don de leurs organes, plutôt que de finir broyant en un bloc difforme sans rien avoir donné à personne. T'as changé de stratégie. Effectivement, ça fait un très beau siège conducteur. Voilà qui me rend un peu nostalgique de la combinaison de ma précédente 38 qui était également verte, intérieur beige. Bizarrement, autant j'aime rénover des trucs fatigués et difformes, autant j'aime aussi voir ces anciennes gloires d'un passé révolu s'accumuler au fond d'un jardin. Une immobilité apaisante et des signes du temps qui nous rappellent que on est là que pour un temps. Moi je l'aime bien ce bloc. Par rapport à la couleur de celle que j'ai, tu vois, je préfère quand même largement ça. Bah ça c'est une couleur, c'est comme le Fjord gros, hein, c'est pas très courant. Hein. T'as pas essayé de décoller les stickers pour les revendre? T'as quelques fanatiques de 38 quand même, tu vois, ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y en a, hein. Il y en a. Hein. Ouais, l'étranger, ouais, j'en fais pas mal, ouais. Ouais, l'Europe, si, Europe et Dom-Tom, c'est vrai que j'expédie au moins une fois par semaine, de toute façon j'expédie un truc dans les Dom-Tom ou dans l'Europe, après le monde entier, oui, quand j'ai un peu le temps et l'envie, je mets des annonces à l'étranger, surtout quand j'ai le temps en fait. Ouais. Et, on va envoyer un truc au Japon. T'as un pays ou machin. Japon, j'ai déjà fait. Ouais. Japon, ouais. Le Japon, États-Unis, Australie. Et il n'y avait pas que des pièces de 38 à voir. On a là, mais. Ouais, c'est sûr. Mais... Moi j'aime bien les couleurs originales, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ah bah moi j'adore. On va avoir quelqu'un avec quelque chose que tu vois pas tous les jours. Bah ça c'est triste quand même. Hein. C'est triste, mais on a une bonne marge pour en faire un truc justement plus réjouissant. Alors, puisqu'on a tout sous la main, on va s'y mettre et transformer cette insulaire moisie en une vraie berline de luxe. En fait, tu peux te démerder à refaire des trous et à remettre des... Ouais. Ça existe d'ailleurs, le maçon sur le 38 ? Phase 2, ouais. Et comme une partie des pièces allait à la poubelle, j'ai été extrêmement délicat lors du démontage.
Ah, je pourrais être plus loin, mais je pourrais être plus près aussi. Et ce sera sans doute pas une surprise pour qui que ce soit, mais l'intérieur velours est ici remplacé par un cuir intégral. Pas que j'aime pas le tissu d'origine, qui est super confortable et plutôt douillet, mais il est aussi quasiment introuvable. Donc on part sur un truc plus esthétique en bonus. Nickel. La 750 retrouve donc ces baguettes de porte qui ont apparemment précipité sa perte il y a une décennie. J'ai pas filmé. Faut tout recommencer. Pour les vérins de capot, pas de bricolage, pas de soudure, mais des pièces en bon état qui vont permettre de le maintenir en place efficacement quand un truc prendra feu de nouveau là-dessous. Et après avoir réinstallé temporairement une banquette en peau de vache crevée, on va s'occuper d'un autre animal mort, l'amortisseur avant gauche. Déjà, on est pas. Là, c'est easy. Pas neuf mais récent, le gros avantage c'est surtout que je vais pouvoir conserver la suspension pilotée à moindre frais. Puisqu'on y a accès ici, on en a aussi profité pour remplacer le capteur ABS et le capteur d'usure des plaquettes. Voilà, putain, tu le fais super bien, je trouve. On dit au revoir au pommeau custom pour retrouver une pièce en bon état. Bah, tu penses, on dirait le revêtement des balles de baby. C'est vrai que c'est assez rêche quand même. Hein. Et pour finir, on retrouve de quoi lever la voiture en cas de crevaison. Ça peut servir. T'as le petit truc en caoutchouc. Ouais. Incroyable. Ce qui est incroyable, c'est surtout à quel point le temps passe vite quand on bricole avec un ami. Je finirai le reste plus tard. Il est temps de reprendre la route. Avec un peu de chance, rien ne prendra feu durant ce trajet. Notez cette ultime tentative d'entretenir le suspense. Bon, le capteur ABS avant gauche, c'est pas le seul en défaut, donc ça c'est revenu. Voyant de batterie, voilà, je suis pas surpris, il est nouveau là. Voyant d'airbag, j'ai pu le désactiver puisqu'on a remonté correctement les sièges. Et forcément, avec un amortisseur à l'avant gauche qui fonctionne, ça va nettement mieux. Avec le bon ressort aussi. En termes de confort et de conduite, voilà, c'est sans comparaison possible. Puis on est mieux dedans quand même. Il me reste encore des trucs à monter, on n'a pas eu le temps de tout faire, mais j'ai bien avancé. Merci Emilien. Et pour ceux qui seraient intéressés donc, et qui auraient besoin de pièces de 38, je pense que c'est pas la peine de vous dire qui aller voir. Avec ces pièces remplacées, le retour est encore plus agréable que l'aller. Cette série 7 commence à être digne de sa réputation. Et voilà, on est bien arrivé. Ouais, 10 litres au 100 sur le total de l'aller-retour. J'ai roulé un peu plus vite pour rentrer parce que ça y est, j'ai de bons amortisseurs. À gauche surtout. Je changerai par acquis de conscience par celle qui est censée aller avec, mais bon. J'ai toujours mon voyant d'alternateur allumé. Bon. Je sais pas pourquoi il faut que j'investigue ça. Mais ça commence à ressembler à quelque chose cet intérieur déjà. Hein. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais le freinage pas très agréable pour le moment avec cette voiture. Étant donné que j'ai le tirant arrière de ce côté qui est complètement défoncé. Donc je vais le remplacer et je vais prier que le disque de frein ne soit pas voilé à cause de ça, ce qui est assez fréquent malheureusement. Ouais bah là, c'est la fin pour lui. Hein. Moralité, bloquer la direction vraiment complètement à droite. Et verrouiller la direction en enlevant la clé, ça restera quasiment à fond. Sinon il manque 2-3 degrés pour pouvoir sortir correctement la vis. Et voilà, vous vous retrouvez avec une belle vis bien tordue. C'est mieux, ça c'est en état d'être remonté je pense. Bon, correction, il vaut mieux en fait tourner les roues vers la gauche. Et comme la vis c'est pas censé sortir ici, il y a juste le débattement pour pouvoir enlever le bras. Après j'ai remplacé l'amortisseur droit avec celui qui allait avec son homologue qu'on a déjà installé à gauche. Et j'avais bien noté que les bras supérieurs à l'arrière, ils étaient pas très beaux. Donc on marque la position pour le carrossage et on est parti pour les remplacer puisque Emilien m'a filé aussi des pièces neuves. J'en ai une là qui est en bon état. On va la monter.
Et en plus ça nous libère un boulevard pour remplacer le capteur ABS qui est complètement mort aussi. On peut effectivement comprendre que ça ne fonctionne plus très bien quand tous les fils sont dénudés. Et qu'en plus ils se touchent puisque c'est dénudé au même endroit. C'est vraiment pas de la bonne qualité par contre qu'ils ont pris comme gaine, c'est vraiment dommage. Même programme de l'autre côté. Ouais, nickel. Le lendemain, j'ai profité pendant plusieurs heures du supplice que constitue le remplacement du flecteur de transmission quand il a jamais été démonté. C'est serré très fort. Là où j'ai de la chance, c'est que le palier central il est en bon état. Je m'inquiétais de devoir laisser la voiture en l'air et attendre la pièce pour pouvoir remonter, mais là c'est bon. Le roulement est bon aussi, donc nickel. Je vais pouvoir remonter après m'être quand même bien compliqué la vie. Mais bon, voilà, peut-être que ça servira à d'autres. Allez, tout dans l'autre sens maintenant. Pour me reposer le dos ensuite, je suis passé au montage de la platine de commande de la banquette arrière chauffante qui est partiellement pré-câblée. Ça c'est comme une séance de méditation. Pour garder une bonne souplesse dorsale, on peut reprendre quand même un petit échauffement à base de remplacement d'un serre supérieur de boîte à gants. Du fait que sur le E46 où ça tient pas en place simplement. Voilà. Bon en fait j'ai gardé le plus agréable pour la fin. Ce lot de pièces va remplacer tous les trucs visuellement merdiques encore en place sur la BMW. Je crois que maintenant on peut dire qu'on a quitté le statut de la vieille BMW abandonnée dans un champ. Ce qui n'est pas le cas, donc il y a une sorte de soulèvement entre guillemets privé. Et il y a d'autres dirigeants qui ont tranché dans une situation où déjà il y a une très grande... Là on passe à la partie moins motivante parce que ces panneaux de porte là ils sont dégueulasses mais ils sont pas dans l'état des autres. Alors on va s'en occuper rapidement histoire de laisser ça derrière nous. Là on est sur une réparation qui s'annonce difficile. Vraiment dur. Si seulement c'était toujours aussi simple. J'ai recollé l'habillage en bois qui s'était complètement barré. J'espère que ça tiendra. Maintenant je peux réinstaller mon panneau de porte au moins. Il y avait quelques supports d'agrafes cassés donc je les ai remplacés avant de remonter la garniture avant.
J'ai ressenti un élan de motivation, mais il s'est arrêté au seuil de porte, donc c'est à peu près là que j'ai stoppé ma journée. Ah si, j'ai fait autre chose, j'ai interchangé la coque d'un des sièges par un de ceux d'origine pour voir ce que ça pouvait donner visuellement. Donc je suis preneur de votre avis. On reste sur le simili-cuir, on installe la baguette en bois dessus, ou on conclut que cet essai était la meilleure idée de ce début de siècle? Une nuit de sommeil permet à la platine avant d'occasion trouvée à vil prix d'arriver jusqu'à chez moi, mais comme elle était vraiment pas chère, elle est aussi toute rayée en plus d'être fendue. Bon, les fêlures on n'y fera rien, et un lustrage redonne du brillant, mais non, c'est pas au niveau, donc polylustré. Vous connaissez la musique. Là, c'est pas mal. On peut remonter la console centrale, enfin. Voilà qui est plus digne d'accueillir un royal séant. Dommage, faudra se contenter du mien, et laissez-moi vous dire qu'il a rien de noble. Ouais. On a bien avancé durant cet épisode. J'ai pas chômé. D'ailleurs, je suis complètement crevé. J'irai peut-être faire une petite sieste après. Je me suis permis quand même, pour vous donner envie de regarder la suite, j'admets, de faire un petit lustrage sur ouais, un petit 6e de la voiture. Et ouais, c'est encourageant. Faut dire que l'état de départ était pas très réjouissant, donc il y avait de la marge de progression. Je dirais qu'elle a été lavée à l'éponge Spontex. Bon, ça c'est peut-être mes traces de doigts par contre. Vu l'état de départ, on va pas se fatiguer à faire un gros nettoyage. C'est surtout pour éviter de défoncer le pad que je fais ça. On note quand même une belle différence entre avant et après. Le chrome aussi a bien rajeuni par cette session de lustrage. Pas parfait, mais bon, voiture de 30 ans avec la peinture d'origine. Là, il manque du vernis par exemple. Bah, je pourrais rien y faire à moins de tout repeindre, mais j'aimerais bien éviter. Il y a quand même une certaine surface ici. On pourra définitivement pas passer à côté de ça. J'ai une bonne idée de la manière dont je vais procéder. Il va juste me manquer le morceau d'une donneuse, mais pour ça, Emilien, je pense, sera d'un grand secours. Pour le reste, franchement, oui, j'ai finalement eu plus d'ennuis que ce qui s'était produit jusqu'à présent. Et on a eu beaucoup de chance durant le trajet retour d'avoir aussi, enfin, de ne pas avoir eu de problème. Parce que ouais, l'alternateur qui prend feu sur l'autoroute, c'est le genre de truc qui finit généralement avec une bagnole entièrement calcinée. Et heureusement, ça n'a pas été notre cas. Donc, je crois que je suis quelqu'un de chanceux finalement. Et là, vous pourriez croire, à tort, que l'intérieur est presque terminé. En fait, il reste un assez gros chantier. Là, en haut, derrière et sur les côtés. On va pas laisser ça comme ça. D'ailleurs, j'en profite. Et certains me le demandent encore. Est-ce qu'il me restait un de ces bouquins? C'est un livre dans lequel je présente quasiment toutes les voitures que j'ai eues depuis le départ. Avec fiches techniques, petit résumé de son histoire, etc. Et le QR code qui correspond à la vidéo, s'il y en a eu, et pour la plupart d'entre elles, ça a été le cas. Donc si ça vous intéresse, j'en ai fait imprimer d'autres. Et je devrais bientôt en remettre sur Tipeee, en plus des 2 modèles de stickers que je proposais déjà jusqu'à présent. Et je travaille sur la suite. Allez, c'est bon pour toi. SLG approved. Et d'ailleurs, avant de trouver une solution à cette problématique de l'absence de peinture à cet endroit. Putain, ça a bouffé la peinture cette saloperie. Eh ben, on va soigner le mal par le mal. Tiens, c'est un peu de travers. Bon. C'est à mon image.
À mon image, mais pas à celle de cette série 7. Voilà un bel exemple d'une voiture conçue et construite avec sérieux. Bien sûr, depuis on a fait mieux en termes de performance, de confort, d'équipement, mais peu nombreux sont les modèles qui vieilliront aussi bien. La génération précédente de cette série 7 par exemple, on peut noter le très notable progrès de la durabilité de l'électronique depuis. Dommage qu'on doive déplorer que la E38 constitue avec la E39 et E46 le pinacle en matière d'automobile chez nos amis bavarois. Mais bon, en attendant, quel plaisir de se vautrer dans ces sièges en cuir et de profiter de ce design parfaitement intemporel. Ouais, il se pourrait que j'apprécie ce modèle. Allez, sur ce, vous connaissez la suite, vous pourriez quasiment faire l'outro à ma place. À la prochaine, avec celle-ci ou une autre, je ne me suis pas encore décidé. Ciao!